La sexploratrice. Et le psy. Avec Mel Trudel et le docteur Paul Simard, psychologue. Radio X. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice et le psy en ce magnifique vendredi soir en compagnie de Mel Trudel, Nick Cloutier. Salut. Ainsi que le docteur Paul Simard, psychologue. Bonsoir. Bonsoir. On va parler, docteur Simard, ce soir de dépendance affective, mais juste avant de poursuivre avec ce sujet-là, j'aimerais que tu nous fasses le traumavertissement. OK. Parce que là, moi, je vais vous donner toutes mes connaissances de psychologue, mais je voudrais que vous gardiez à l'esprit que je suis pas là pour faire de la thérapie, je suis pas là pour faire des diagnostics, puis c'est pas confidentiel si vous appelez en ondes. Mais par contre, on va essayer de vous aider le plus possible. Donc, ça sera du contenu général, puis il faudrait pas que vous pensiez que c'est de vous que je parle. Je parle de en général. Exact. Voilà. Donc, c'est du contenu en général. Même chose si on raconte des choses au téléphone, parce qu'on prend les appels, évidemment, le 88-670-9098. Vous avez la liberté de rester anonyme ou non. Exact. C'est libre à vous. Et tout le contenu partagé ne peut en aucun cas être retenu comme étant une thérapie. Mais on va vous aider pour de vrai si vous avez des questions. Oui, bien sûr. C'est le but. Exact. Donc, le 88-670-9098, idéalement au téléphone. On va lire les textos. Et on est également en live sur TikTok, le TikTok de la Sexploratrice ainsi que le TikTok du docteur Paul Simard, psychologue. Docteur Simard, on le sait, dans la vie, on devrait être la personne qui nous rendra heureux. Ça serait bien. Ça serait bien d'apprendre à être bien seul avec soi-même pour apprendre à créer son propre bonheur pour pouvoir ensuite faire de l'autre un plus à notre vie. Et que ça semble compliqué, ça. Ben, en fait, c'est facile à dire. Ouais. Et c'est pas si facile à appliquer. Alors, comment ça se fait que les gens se mettent pas en priorité? Oui, comment ça se fait, docteur Simard? Ben moi, je pense que c'est parce qu'on a tout intérêt à prendre soin les uns des autres. Puis là, à partir de là, quand on crée un tissu social, quand on fait une équipe, ben il y en a qui font une équipe en se dissolvant dedans, puis il y en a d'autres qui deviennent des tyrans. Fait qu'on n'occupe pas toutes les mêmes places dans une équipe, dans une famille. Regardez comment c'est rigide, ça, la place qu'on prend dans une famille. Là. Souvent, tout le monde a sa place dédiée autour de la table. Oui. Puis là, il suffit qu'il y en ait un qui change la place, qui s'assoit dans le siège de papa. Puis là, ça fait réagir toute la famille. Pourtant, c'est juste une chaise. Donc, tout ça, c'est à la base là, de ce qui va nous apprendre à gérer nos émotions, à prendre notre place, toute notre place, mais juste notre place. Puis là-dedans, il y a des dérives. Puis il y a certaines dérives qui vont nous conduire à nous oublier. On va peut-être focusser là-dessus ce soir. Oui, parce que là, il y a une façon... En fait, c'est possible de se sortir d'une forme de dépendance affective, parce qu'il y a différentes formes de dépendance affective, évidemment. Oui. Il y a des gens qui sont dépendants affectifs qui le sont, en fait, c'est qu'ils ont constamment besoin de reconnaissance. Ouais. D'autres qui sont dans... la jalousie, la dépendance affective compulsive, ça. Là, si je peux dire. Beaucoup de personnes qui me contactent pour de la thérapie, quand ils touchent ce sujet-là, ils disent à peu près les mêmes mots que tu dis. Là. Je voudrais m'en sortir. Mais étant donné que c'est une blessure intérieure ou une réaction intérieure, comment qu'on pourrait s'en sortir si c'est à l'intérieur? Parce que ne serait-ce pas une manière d'accentuer encore plus le problème? Essayer de se sortir de soi? Là, les gens disent « Ouais, non, mais c'est pas ça vraiment que je voulais te dire. » Mais en réalité, il faut apprendre à y entrer à l'intérieur. Ça, dans le fond, c'est carrément en lien avec les différents styles d'attachement. Il y aurait beaucoup de liens à faire, en effet. Est-ce qu'on peut faire un rappel aux gens concernant les styles d'attachement? Oui, ben c'est une théorie qui est quand même beaucoup utilisée en psychologie. Ça fait plus de 60 ans qu'on l'utilise. C'est inspiré de des observations sur la manière que les enfants ont de se sécuriser. Donc, à travers un lien sécurisant, il va-tu développer une vision de lui-même où il va se dire, dans le fond, je suis digne d'amour, je suis OK en relation. Et l'autre, est-ce qu'il est digne d'amour et de confiance et de respect lui aussi? Puis là, tout dépendant, comme c'est quoi la réponse à ces deux questions-là, ça va nous donner 4 styles. Donc, si je me trouve correct, je trouve l'autre correct, on parle d'un style d'attachement sécure. Quand je me trouve pas correct, mais que je trouve l'autre correct, là, on parle d'un style d'attachement de l'anxiété et d'abandon, parce que moi, je me trouve pas correct, donc c'est l'autre qui est correct, il faut que je m'attache à lui. S'il part, je suis rien. Puis là, c'est l'anxiété d'abandon qui apparaît. Ceux qui se trouvent corrects eux-mêmes, un peu imbus de soi, puis qui trouvent que l'autre n'est pas correct. Là, on parlerait de quelqu'un qui se met à distance. Là, c'est l'évitement de l'intimité. Et la 4e forme, c'est le doute
vers l'intérieur et doute vers l'extérieur. Ça, c'est une grande forme de désorganisation qui fait en sorte que la personne peut être très fonctionnelle, mais quand elle rentre en relation avec quelqu'un, en relation intime, boum, ça se déclenche là, un chaos intérieur, un peu comme un post-traumatique là, qui se déclencherait. Là. Avec tout ce que je vois passer, moi, sur les réseaux sociaux, les différents coachs qui parlent justement de style d'attachement, ces trucs-là, j'ai l'impression que c'est comme si on aurait, en grandissant, un style d'attachement, et ça pour toute la vie. Mais est-ce que ça se pourrait qu'on grandisse avec un style d'attachement anxieux qui, après, se transforme en style d'attachement évitant suite à différentes expériences et qui, par la suite, se transforme en style d'attachement sécure une fois qu'on... Est-ce que le style d'attachement peut évoluer au cours d'une vie? Selon la recherche là-dessus, il y aurait à peu près 33% des gens qui changeraient de style d'attachement au cours de leur vie. Donc, ça serait une donnée quand même assez stable. OK. Ça, c'est parce que quand on forge nos premiers circuits, là, quand on est jeune dans notre cerveau, là, nos premiers chemins pour gérer les émotions, ben, c'est là-dessus que vont ensuite se développer les autres chemins ou les autres nuances. Mais le chemin d'origine, lui, va toujours rester celui qui est le mieux tapé, là, celui qui est le plus rapide. Là. Donc, c'est dur d'aller à contre-courant de ça. Mais c'est possible. C'est pour ça que la recherche démontre qu'il y en a quand même des gens qui réussissent. Là. Mais il faut s'intéresser à notre insécurité pour pouvoir le changer. Puis c'est pas naturel, ça. Hein? Naturellement, on veut éviter la douleur. On veut du plaisir. C'est pour ça que ça prend souvent un espace de thérapie très sécure. Ça prend aussi beaucoup de temps. Ça prend d'être ouvert ou d'être coachable, parce qu'il y a des gens qui sont très réfractaires à ça. Hein. Dès qu'on regarde leur souffrance, hein, ça fait lever des mécanismes de défense. Là. Ben, c'est comme si tu étais déjà blessé, fait que tu rajoutes une pression sur la blessure. C'est ça. Ça fait mal. Ah oui. Et là, dans le fond, quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux, qui se retrouve avec un évitant, un style d'attachement évitant, on s'entend que c'est un duo qui peut pas vraiment fonctionner, là. Ça dépend, parce que selon la recherche, ça pourrait faire ce qu'on appelle une structure asymétrique fonctionnelle. Donc, c'est un terme technique, là, mais c'est pour dire qu'il y en a un qui va dominer, qui évite un peu l'intimité puis qui contrôle les choses. Puis il y a quelqu'un qui va suivre tout le temps par en dessous, un peu comme étant soumis. Mais si les deux sont d'accord pour cette configuration-là, c'est la deuxième forme de couple la plus stable. Ah oui? Eh oui, c'est surprenant, hein? Parce qu'il crée une amalgame, qu'on pourrait dire, dans laquelle la souffrance de chacun est absorbée par l'autre, puis il cristallise cette dynamique-là de souffrance, mais dans un échange fonctionnel. Fait que si c'est fonctionnel, si chacun a des rôles définis, ça peut tenir la route. Mais c'est sûr que ce qui est le plus attirant, ce sera toujours le style d'attachement sécure. Parce que la personne sécure est capable d'être curieuse de l'autre personne. On peut dire que c'est une personne qui est stable. Oui, c'est ça. Émotivement. Oui, elle est capable de prendre sa place, mais capable de laisser la place aussi. Elle est correcte dans les deux postures. Puis elle est capable d'alterner. Donc, c'est beaucoup plus flexible, quelqu'un qui est sécure. Mais quelqu'un qui est dans l'anxiété d'abandon, lui, il éprouve une grande ambivalence à l'intérieur, là, de lui constamment besoin d'être rassuré par l'autre, toujours en train de douter de c'est-tu correct que j'aie fait ça. Puis là, il y en a même qui vont progressivement renoncer à toute leur autonomie pour préférer être en dessous de quelqu'un qui, lui, va décider. Puis là, on parle plus juste de dépendance affective ou d'un manque affectif. Là, on va glisser vers ce qui s'appellerait un trouble. Un trouble de la personnalité dépendant. Trouble de la personnalité dépendant. Oui, souvent, on entend plus le terme trouble de la personnalité limite. Là. Ouais. Ça, c'est plus passé dans la culture populaire. Mais il y a plusieurs sortes de troubles de la personnalité. Il y a quelqu'un qui demande sur le live, est-ce qu'un dépendant affectif est souvent possessif? Oui, ça se peut. C'est la peur de l'abandon, la peur du rejet qui fait qu'on est possessif? En effet, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas perdre l'objet de notre sécurité ou pas perdre l'opportunité de la personne qui me rassure. Fait que la personne peut être extrêmement possessive pour éviter son vide intérieur. C'est juste une manifestation qu'on pourrait dire normale de quelqu'un qui a un manque. Parce que là, il faudrait démêler un besoin affectif d'un manque affectif. C'est pas la même chose. C'est comme, il faut voir les phénomènes psychologiques puis la souffrance comme un peu un continuum, là. Mettons qu'il y aurait trois places sur le continuum, là. Au début, il y a le besoin normal, affectif. On est des êtres sociaux. On a des besoins normaux.
Puis là, Ça fait, si je ne me trompe, là, sur l'échelle des besoins essentiels ouais. chez l'humain, ça fait partie, hein, aimer, être aimé, ça fait partie des besoins essentiels. ouais, ben, c'est ça. Si tu L'affection. parles, tu parles de la hiérarchie des besoins de Ouais. Maslow. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est pas mal à mi-chemin. C'est ça. Donc, c'est quand même super important. Mais après le besoin, il y a le manque affectif. Là, c'est de l'insécurité, ça devient dysfonctionnel, il y a une souffrance. Mais quand la souffrance devient à ce point grande qu'elle conduit à une perturbation du fonctionnement de la personne, à une souffrance cliniquement significative, bien là, on pourra possiblement penser que c'est un trouble qui est présent. OK. Mais gardez à l'esprit que la dépendance affective, c'est pas forcément une maladie. D'ailleurs, ça fait pas partie des manuels diagnostiques de maladies mentales. C'est quelque chose qui peut se guérir. On guérit-tu, là, de ça? Ben, c'est comme si tu faisais un peu une métaphore, parce que c'est pas une maladie. Mais oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ouais. C'est même pas un trouble mental. Fait que il faudrait voir jusqu'à quel point ça l'affecte la personne. Mais nous, les psychologues, quand on utilise des classifications diagnostiques, on va essayer d'identifier ça. Est-ce qu'il y a un trouble de la personnalité dépendante? C'est pas garanti là, que la personne qui est marquée par un attachement anxieux de l'abandon, c'est pas garanti qu'elle ait un trouble. Mais ça se peut. Ça se peut, les deux peuvent se ressembler dans certaines définitions. OK. Puis les gens qui multiplient les rencontres, là, Ouais. parce qu'ils sont juste pas capables d'être seuls, Ça peut être toutes les formes d'insécurité qui font ça. c'est pas nécessairement une dépendance affective? Non, parce que ça peut être aussi une vision plus psychopathique, c'est-à-dire utilitaire de l'autre personne. Donc, une personne qui enchaînerait les relations comme si c'était des objets qu'elle consomme et non pas des personnes qu'elle rencontre. OK. Fait que ça peut donner une surconsommation, mais il y a aussi la forme anxiété d'abandon, incapacité d'être seule, qui, elle, va remplir son vide avec des gens à répétition. Fait que vous voyez, deux sortes d'insécurité, mais le même comportement. Fait que c'est pas le comportement qui permet de poser un diagnostic en lui-même, là. Ouais. Ça serait l'examen complet de l'équilibre psychologique de la personne. C'est pour ça que même si ce soir, vous entendez des termes qui peut-être vous parlent, vous dites « Ah oui, ça me fait penser à quelqu'un » ou « Ça me fait penser à moi ». J'ai déjà vécu ça. C'est ça. Ben, en réalité, on ne peut pas poser de diagnostic comme ça sur le fly. Il y a quelqu'un qui mentionne là, sur le live qui a déjà vécu une dépendance affective après une rupture. Ouais. Une semaine après, elle avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Ouais. Donc, ça, c'est... Puis il y a quelqu'un d'autre qui C'est pas garanti que c'est une dépendance affective parce que ça a été étudié scientifiquement, ça aussi. Puis, chez les gens sécures, ils ont démontré dans la recherche que les relations de rebound, tu sais, de se remettre en couple rapidement après une relation, ça peut être des aussi bonnes relations que si vous étiez parfaitement disponible. Ça, c'est des relations pansement. Ben, on mais pourrait dire ça, mais ça une c'est, relation rebound pourrait évoluer vers une véritable relation c'est à long ça, terme. ça connote que c'est juste temporaire, le pansement. Ouais. Mais en réalité, les relations de rebond rapides peuvent être aussi bonnes que si vous étiez parfaitement disponible. Mais dans certains cas, c'est-à-dire, il faudrait que la fin de votre ancienne relation, ça soit pas parce que vous étiez l'agent perturbateur, mais plutôt que vous avez été peut-être la cible d'une personne qui est instable, puis que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour être irréprochable dans le couple. Puis là, même s'il y a une fin rapidement de la relation, imaginez que vous rencontrez là, une personne qui, elle, est capable, elle aussi, de sécurité émotionnelle, de réciprocité, qui est rendue exactement à la même place que vous. Hey, ça peut connecter rapidement. Fait que c'est surprenant, ça aussi, pour les gens. Il y a quelqu'un qui demande comment devenir un sécure. Facile. Ah oui! Dis de même, ça a l'air le fun. Facile, Mais mais j'imagine qu'il y a beaucoup de travail c'est ça. derrière. Mais, oui. c'est parce que il y a beaucoup d'obstacles qui vont appartenir à des réflexes de la psyché et puis de la biologie. Parce que je vous dis facile, là, dans le sens que même si je vous pitchais là, les termes techniques rapidement pour devenir plus sécure, probablement que ça rentrait dans une oreille puis ça sortirait par l'autre. Parce qu'il faut que ça soit transmis à travers une relation de confiance, cette affaire-là. Veux-tu qu'on entre là-dedans tout de suite? J'aimerais ça. OK. Je pense que j'aimerais ça qu'on aille là. À moins que... Oui, bon, notre cher Nick, nous, qu'on a encore. On peut entrer un peu là-dedans? Oui, on peut entrer un peu là-dedans. Ben, en fait, vu que je te donne mon truc à moi et Ouais, après la bonne pause, idée. on pourrait... Moi, j'étais tellement anxieuse. Ouais. Honnêtement, j'étais dépendante affective depuis mon tout jeune âge. Là. J'ai même enchaîné là, des longues relations, une après l'autre.
Parce que dès que je voyais un potentiel, on se lançait. Probablement que l'autre personne était comme moi aussi, parce que on était très fusionnels rapidement. Et après 22 années de vie de couple en continu, j'ai réalisé que j'avais jamais été seule et que j'avais jamais appris à être bien seule. Ah. Puis mon bonheur à moi, je le faisais au travers de l'autre personne. C'est-à-dire que j'étais prête à mettre de côté toutes mes passions pour suivre les passions de cette personne-là et m'oublier carrément. Donc, je vivais carrément dans l'ombre de l'autre personne. Ouais. Jusqu'à ce que j'aie été au bout dans une relation. C'est comme si c'était moi qui appelais, finalement. J'allais au bout dans une relation. Ouais. Et là, j'ai tellement été loin et j'ai tellement eu de blessures dans cette relation-là que ça m'a pris 5 ans seule avant de réaliser à quel point je pouvais être bien seule. Donc, j'ai appris enfin à construire mon petit bonheur, mais durant ces 5 ans-là, j'ai l'impression que j'étais peut-être évitante. Parce qu'il y a eu des candidats potentiels, si on veut, des personnes intéressantes qui se présentaient, mais c'était plus des comportements, on pourrait dire, de mise à distance. C'est pas un changement dans le style d'attachement. Non. Non, c'est plus des stratégies d'adaptation qui changent. Ah. Parce qu'un style d'attachement, c'est beaucoup plus profond dans le style fondamental, mais ça veut pas dire qu'une personne qui a un style d'attachement sécure ne vivra jamais de doute et de crainte. Non, mais effectivement. la même chose pour les gens qui sont très désorganisés à l'intérieur d'eux. Ils peuvent être très fonctionnels et sécures, mettons, dans leur travail. Mais que c'est quand ils vont toucher à l'intimité amoureuse ou conjugale que là, ça se déclenche leur insécurité. Ah, OK. Fait que là, les comportements... Évitant en dehors de relation, peut-être qu'au fond de moi, là, j'ai l'impression que je suis dans une relation où on est tous les deux sécures, mais peut-être que dans le fond, on est deux dépendants, puis on se complète. Ça se peut-tu? Ça se peut. Ça se pourrait-tu? Oui. Ah, ça, c'est très drôle. Les similitudes, c'est très puissant. Ouais. Ça crée une espèce de sentiment de familiarité là, qui est tout proche du sentiment de sécurité réelle. C'est fou comment les personnes qui ont... j'imagine qu'il y a des degrés aussi de dépendance affective. Là. Il doit y avoir une échelle, j'imagine, de façon de l'exprimer, je ne sais pas, mais c'est fou à quel point, des fois, là, c'est des entourloupettes pour que arriver à leur fin, il y a un petit peu de manipulation derrière ça, des fois, je trouve. Ben, dès qu'il y a de l'insécurité, d'habitude, il y a des comportements de manipulation aussi qui sont automatiques, qui sont pas forcément volontaires. Donc, on confondra pas la manipulation insécure avec la stratégie qui, elle, est plus réfléchie. Là, il y a des gens qui ont des stratégies perverses, qui utilisent l'autre comme un objet, qui vont utiliser les applications de rencontres comme un catalogue d'êtres humains. Pour, des fois, agir comme des prédateurs. Ben, c'est ça. C'est une blague. Hey, ça, tu m'emmènes là-dessus. Au retour de la pause, il faut qu'on en parle. Et on poursuit avec ce qu'on a avancé. Okay. On a encore 4 minutes. Mon Dieu Seigneur. Hey, on a encore 4 minutes. On est lousse. Super. Il y a des gens qui se disent guéris de la dépendance affective après avoir multiplié des rencontres. Parce qu'ils ne sont pas en couple. Parce qu'ils ont réussi enfin à rester seuls. Mais qui sont constamment présents sur les différentes applications de rencontres, qui multiplient les matchs et qui... Mais ça compte pas. Ils alimentent des conversations. Donc, en réalité, tu es quand même encore dépendant affectif parce que veux pas, tu vas chercher une certaine forme de reconnaissance et de... Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Ça pourrait peut-être être ça, oui. Parce que qu'est-ce que la personne est en train de faire en réalité? Moi, c'est ça qui... J'essaierais d'examiner comme psychologue, j'essaierais de voir, est-ce que l'utilisation de cette rencontre, ça vise à être un divertissement? Est-ce que c'est dans une véritable envie de rencontrer? Est-ce que c'est pour encourager les gens qui sont sur la plateforme? Est-ce qu'il y a plein de possibilités? Là. Est-ce que c'est pour montrer à votre meilleure amie comment utiliser la plateforme pour elle un jour? Il y a toutes sortes d'utilisation des applications, fait qu'il faudrait pas juste regarder le comportement. Donc, on va entrer là-dessus sur c'est quoi qui guérit la dépendance affective. Ça va être d'abord se dire, tant peu, qu'est-ce qui se passe là en dedans de moi? Puis là, tout à l'heure, on va avancer dans les autres étapes, mais sachez que c'est la porte d'entrée essentielle. C'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui observe à l'intérieur de vous. Puis ça veut pas dire qu'il faut que vous le fassiez seul, ce cheminement-là. Mais il faut que vous soyez le premier à le faire. Donc, quand on ouvre la porte de l'intérieur, là, tout d'un coup, l'aide qui nous vient, c'est une aide qui est respectueuse, qui s'entremêle pas comme dans un blender à vie conjugale. Là, on descend ensemble là-dedans, vitesse maximum, un petit jeu égal, plus de chicane, mais tout le monde mord. Tout le monde mord émotionnellement. Fait que c'est pas ça que je vous recommande.
C'est le moment d'aller à la pause. Je vous invite à réserver vos circuits au 418-670-9098. Réservez vos circuits puisqu'on prend les appels en direct ce soir et comme tous les vendredis, on lit le moins possible les commentaires. J'en lis quand même au travers parce que parfois vous êtes vraiment intéressants, mais c'est vraiment la priorité là, par téléphone 418-670-9098. Vous êtes à l'écoute de la Sexploratrice et le Psy sur les ondes de choix 98.1 Radio X. La Sexploratrice et le Psy avec Mel Trudel et le docteur Paul Simard, psychologue. Radio X. Vous êtes de retour avec la Sexploratrice et le Psy. On a déjà 3 personnes en attente au téléphone, donc on y va tout de suite avec le premier appel. Bonsoir. Oui. On vous écoute. Oui, allô. Dans le fond, j'appelle. Moi, ma question ce soir, ça serait par rapport au trouble de l'attachement évitant. Oui. Dans le fond, j'aimerais savoir si c'est quelque chose c'est une dynamique qui peut se régler ou c'est quelque chose qui se perpétue dans le temps. Ouais. Comment savoir si un attachement évitant est comme complètement malsain ou que ça peut être sain dans un sens? Là, j'essaie vraiment de comprendre la dynamique dans l'ensemble. Je vais essayer de le résumer de manière très brève, là, mais c'est une bonne question. Là. Mais la base, ça serait de comprendre qu'une personne qui a un attachement évitant, elle ne perçoit pas la valeur de la proximité affective. OK. Donc, ça serait une des choses à travailler avec cette personne-là, c'est qu'il faut vérifier si ça ne serait pas possible de l'intéresser. Puis là, il y a plusieurs étapes dans la création de l'intimité puis dans la réduction de l'évitement. OK. Il ne faut pas penser qu'on va passer d'un attachement évitant à « let's go, on est sécure maintenant ». Il y a une progression à faire. Moi, lorsque je reçois des gens en thérapie qui ont besoin de travailler ça, il faut vraiment que je travaille leur perception de valeur. À quoi ça sert l'intimité? Qu'est-ce que ça va permettre? Puis là, ils vont se débattre de toutes sortes de manières. C'est pour ça que parfois, ça prend un cadre thérapeutique puis quelqu'un qui a une pogne. Mais c'est possible. Il faut que la personne le voie, la valeur. OK. Parce que, tu sais, ce que j'ai cru remarquer, c'est que souvent, ces gens-là, mettons, vont peut-être, là, c'est un cas à part, mais être en intimité, puis par la suite, prendre le pied, si on peut dire, là, prendre peur, puis après ça, revenir. Fait que c'est un petit peu ça la dynamique, j'imagine. Ben, c'est peut-être plus désorganisé, ça, non? Non, mais c'est peut-être parce que la personne a besoin de se ressourcer, là, après avoir osé mouiller son pied là, dans l'eau froide. Là. Puis là, elle fait un défi là, en faisant ça. Elle est peut-être en train d'apprendre à faire de la proximité. Donc, quand elle va se rétracter là, dans son ancien style, puis c'est juste peut-être un besoin de se réassurer dans des vieilles stratégies. C'est pas forcément mauvais ni permanent. OK. Puis est-ce que ça fait du sens de, mettons, perpétuer le travail ou c'est mieux d'aller chercher quelque chose de sécure? Ça dépend si la personne est à l'aise d'avoir le problème. Là, en relation, il va falloir examiner aussi si c'est tolérable pour vous. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, la connaissance de soi, ça permet de faire de la santé puis de la sécurité plutôt que de l'expliquer à l'autre. Oui, c'est ça. C'est comme s'il faut se tenir soi-même dans l'espace sécure pour que l'autre ait une démonstration de peut-être que ça va m'intéresser moi aussi de venir te rejoindre. Oui, c'est ça. Faut pas moraliser, c'est ça. C'est ça. C'est sécurisant pour l'autre de voir l'attachement sécure, dans le fond. Exact. On va la démontrer plutôt que de l'expliquer et encore moins la moraliser là, en disant « Ben là, t'es tout le temps parti. » Hey, là, c'est la meilleure affaire pour que l'autre dise « C'est beau, je m'en vais, ciao, bye. » Oui, c'est ça. À qui va? Ben, parfait. Ben, c'est ça que je vais faire. Parfait. Merci beaucoup de votre appel. Merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne soirée. Oh, on a perdu. Les deux sont partis en même temps. Désolé, ça peut prendre un petit moment parfois avant qu'on prenne l'appel. Mais n'hésitez pas à nous contacter le 418-670-9098. Exact. On allait vers la guérison, si je ne me trompe, les éléments. Comment? Ça a l'air que c'est facile. Ça a l'air que c'est facile. Moi et mon collègue Nick, on n'est pas sûrs. Ben, ça se fait, là. Moi, j'ai eu une époque, il y a une vingtaine d'années, où j'étais plutôt dépendant affectif sans le savoir. Mm-hmm. Très, très, très dépendant du regard des autres sur ce que je faisais. Besoin de reconnaissance. Oh oui, absolument. Puis, tu sais, la peur du jugement aussi, dépendamment des actions que j'allais entreprendre. Fait que ça me freinait énormément dans ben des projets. Mm-hmm. Mais ça s'apprend. Tu sais, à un moment donné, j'ai appris à être bien avec moi-même seul.
Ouais. Puis ça, encore aujourd'hui, j'ai développé le besoin de me retrouver tout seul. Je vais aller, par exemple, au cinéma tout seul. Je vais aller m'asseoir à un comptoir de bar tout seul. Ça me fait du bien. Ouais. J'ai appris à faire ça. Il ne faudrait pas penser qu'on se sent toujours bien quand on guérit de la dépendance affective. Parce qu'à quelque part, se sentir bien, c'est un résultat. Mais pour cheminer, il faut pouvoir se demander, est-ce que je pose la bonne action présentement? La personne est revenue. La sexploratrice, bonsoir. C'est à vous, bonsoir. Hello? Oui, bonjour. Nous entendons l'écho du silence derrière vous. Il y a quelqu'un d'autre. La sexploratrice, bonsoir. Oui, bonjour. Ça serait pour, en tout cas, avoir des conseils du monsieur à la radio. Oui, vous êtes à la bonne place. Oui. C'est quoi la question? Mon cher monsieur, j'ai eu, quand j'étais jeune, une belle relation avec une belle jeune fille. C'était notre première relation. Puis, on dirait que j'étais la lumière d'elle. On dirait que je suis pas capable de savoir sans être capable d'être, comment je pourrais dire, on dirait qu'elle vivait au travers de moi. J'étais trop lumineux, elle était un petit peu dans l'ombre. Puis, me semble, je sais pas comment savoir si c'est moi qui l'éteignais ou ben non, c'est elle qui attendait trop de moi. Ah, fait que là, vous êtes dans le doute de vous-même. Oui. On dirait que c'était une super belle jeune fille. Mais là, on dirait que si j'étais trop jaloux, ben là, ça marchait pas. Si j'étais trop distant, j'ai laissé aller partout avec tous les amis. On dirait qu'elle vivait à travers moi. Puis ça finit que je sais même pas c'est quoi mes erreurs versus mes réussites au travers de cette belle jeune fille. Ah, c'est ça. Vous pourriez regarder à l'intérieur de vous, là, qu'est-ce que ça me fait bouger à l'intérieur de moi quand je pense à ça? C'est quel genre de doute, de peine? Puis juste le fait de regarder ça, là, regarder son doute personnel, c'est en train d'éclairer quelque chose. Ouais. C'est parce que on dirait, j'y ai demandé, on a été en relation, c'est une belle relation, c'est une belle jeune fille. Puis j'ai demandé tout le temps, c'est quoi tes passions? Elle était là, je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. On dirait qu'elle vivait à travers moi. C'était comme un animateur de pastoral, puis on dirait qu'elle vivait au travers de mes réussites. Puis même si je la laissais, je la laissais vivre sa vie. Confortablement, puis on essayait de se rejoindre au travers des deux. On dirait qu'on s'est fait du mal parce que là, on essayait de trouver un terrain. On dirait qu'on vivait au travers de nos rêves. Puis moi, là, ça a toujours été là, au niveau de laisser grandir quelqu'un. Si t'es tout petit, viens-t'en, ma lumière va te faire grandir. Ben, on dirait voyez, que des fois, ça l'intéresse pas l'autre personne, de se faire offrir un cadeau. Ouais. Puis quand elle refuse un cadeau, c'est pas parce que le cadeau il était mauvais. Fait que c'est pour ça qu'il faut regarder qu'est-ce que ça m'éveille à l'intérieur de moi quand on refuse mon cadeau ou que j'apporte de la lumière puis que je vois que ça fait de l'ombre. À un moment donné, il faut savoir observer la réalité et non pas juste nos attentes. Parce que là, dans ce que vous dites, il y a plusieurs indicateurs qui témoignent d'une forme d'idéalisation. Combien de fois vous avez répété en 2 minutes que c'est une belle jeune fille? Fait que il y a une tendance à l'idéalisation à beaucoup centrer sur l'autre. Puis, si on avait plus le temps, c'est sûr qu'on prendrait le temps d'examiner là, sur qu'est-ce qui se réveille, c'est quoi les racines à l'intérieur de soi pour tourner son regard vers soi, se sécuriser avant de tenter des interprétations sur l'autre. Ouais. C'est parce que souvent, ça me semblait une belle fille. J'aurais voulu que mon soleil la fasse grandir autant que mes baisers. Mais c'est extrêmement gentil. C'est extrêmement gentil, mais ça se peut que ça ne l'intéresse pas l'autre personne. Mais je trouve ça super intéressant, votre point de vue. Puis si vous êtes d'accord, on va laisser la chance à d'autres auditeurs parce que nos lignes sont full. Plusieurs personnes mais c'est des bons points que vous amenez. C'est très gentil. Merci d'avoir osé nous appeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci, au revoir. La sexploratrice et le psy, bonsoir. Et bonsoir, vous deux. J'espère que vous allez bien. Ça n'arrête pas de bien aller. Ben, yes. Et toi? Ben, moi, dans le fond, j'appelle
pour un témoignage, puis dans le fond, c'est ça, un petit témoignage, puis une question peut-être au doc aussi. Moi, j'ai longtemps pensé, là, je suis dans la quarantaine maintenant, mais j'ai longtemps pensé que j'étais dépendant affectif. Alors que j'ai découvert, à un moment donné, en investiguant tout ça, que j'étais plutôt quelqu'un qui était très hypersensible et que j'avais, paradoxalement, un besoin de fusion, mais que j'avais aussi un besoin de respirer. Tu sais, là, je me suis rendu compte que mon besoin de respirer, même si je le manifestais doucement ou que j'essayais, que ça l'insécurisait l'autre personne. Et là, à ce moment-là, le bordel pogne un peu, parce que là, elle devient insécure parce qu'elle pense que tu t'éloignes. Puis, ça, c'est le volet 1 de ce que je voulais vous raconter. Ouais. Le volet 2 qui est plus la question, c'est que j'ai remarqué à l'époque où j'utilisais les applications que, mesdames, peut-être c'est le cas pour messieurs, mais moi je sais pour mesdames, que quand c'était écrit sur le profil loin de moi la dépendance affective, c'était elle. Et là, j'ai sanctionné. Oui, c'était elle au pluriel là, qui était les plus dépendantes. Puis à un moment donné, je l'ai remarqué, puis je faisais exprès, je les cherchais, puis je me suis fait un petit échantillonnage. Alors, ma question, est-ce que ça se pourrait qu'ils aient peur de leur propre dépendance puis ils projettent ses autres? Tu sais? Ben oui, c'est un des phénomènes très fréquents de prendre ce qui occupe l'esprit de la personne puis de le projeter sur l'autre. C'est un mécanisme très répandu, mais c'est pas le seul. Mais c'est pas anodin, en effet. Vous avez souligné une belle observation là, sur les sites de rencontres, là, notamment les gens qui expriment du mécontentement puis des frustrations dans leur bio. C'est souvent un indicateur là, que ça pourrait être une projection. Comme par exemple, quelqu'un qui écrirait « Moi, j'ai pas le temps de niaiser ici. » On sait que la personne est rendue impatiente. C'est ça. Oui, passé réglé. C'est ça. Effectivement. Est-ce que la personne l'est elle-même? Mais en même temps, c'est un indicateur qui nous témoigne que on recherche tous une forme d'équilibre, puis c'est normal de la chercher vers l'extérieur, parce que ce qui est vers l'extérieur, c'est évident. Vous avez parlé d'hypersensibilité tantôt? Ben ça, c'est tout centré vers l'intérieur. Mais il y a aussi l'hypervigilance, tout centré vers l'extérieur. Puis il y a une définition, ça, de l'amour comme ça, là, qui dit que je suis aimé quand je me plains, que je chie, que je pisse, que je pleure, quelqu'un prend soin de moi. Mais ça, c'est de l'amour d'enfant. Oui, c'est ça. Il y a une connotation plus protectrice peut-être aussi dans votre définition, j'imagine, surprotectrice même. C'est ça. Fait que faudrait essayer de maturer, pas rester à l'étape de l'amour enfant. Puis il faut être la première personne qui prend soin de soi. Pas la seule. L'idée, c'est pas de briser les ponts, mais il faut être la première pour soi. Puis après ça, on ouvre la porte à l'autre. Voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour votre réponse, puis je vais flyer avec ça. Merci. Super. Merci. Allez. Bye, bye. Bye. On y va avec un autre appel. La sexploratrice et le psy. Bonsoir. À qui on parle? Allô, allô? Nous entendons l'écho du silence qui résonne dans le vent. Docteur Simard, j'aimerais revenir sur un point. La fameuse lumière. Oui. Il y a des gens qui, en couple, lorsqu'ils sont seuls, célibataires, tout ça, pratiquent différentes passions, ils brillent littéralement. Bon, tout à coup, ils tombent en couple. Et, comme je le disais tout à l'heure, laissent tomber tranquillement leur passion pour s'intéresser véritablement aux passions du nouveau conjoint, la nouvelle conjointe, au point d'en oublier les passions qu'eux-mêmes avaient. Oui. Et au fil du temps, ces gens-là viennent qu'à moins briller et jusqu'à parfois même en venir à une séparation parce que l'autre conjoint trouve que la personne brille moins, elle pratique moins, elle est plus tout à fait comme elle était lorsqu'il l'a rencontrée, tu comprends? Ouais. Elle s'est comme éteindue un peu. Et là, tout à coup, la séparation arrive. Là, la personne qui se fait quitter, ben là, elle passe un moment en peine d'amour, puis elle brille pas trop, hein, et là, tranquillement... tout d'un coup, elle dit, là, faut que je passe à autre chose. Fait que là, elle se remet à pratiquer ses passions, refaire des trucs qui lui font du bien. Tout à coup, cette personne-là se remet à briller. Oui. Et là, maintenant qu'elle est rendue ailleurs et qu'elle se sent forte et qu'elle a réussi à oublier son ex, bang, l'ex refait surface. Oui. Ça, c'est des cas qu'on voit. Oui. C'est des phénomènes fréquents. Puis c'est un cas de dépendance affective, en fait, le fait de délaisser nos passions pour faire celle de notre ex, parce qu'on... Oui, ben de manière générale, si on touchait le terme des dépendances ou des abus de substances ou des abus comportementaux, là, ce qui marque les dépendances, c'est beaucoup la réduction du champ des expériences. Fait que la personne appauvrit son expérience de plus en plus pour aller vers la source de sa dépendance. Que ce soit le jeu vidéo,
le conjoint, le travail, une substance chimique. C'est une réduction, un appauvrissement. OK. Fait que ça se peut que la personne, lorsqu'elle était seule ou célibataire, là, tout d'un coup, elle cultive l'abondance. Elle rayonne de l'intérieur parce que ses frontières sont bien définies. Mm-hmm. Et c'est le mécanisme de rencontre intime avec quelqu'un qui, tout d'un coup, ça fait ouvrir les frontières. Ouais. Et là, bloup, l'ouverture des frontières, c'est pas comme un bouton on-off, ça, là. Des fois, on a de la misère à contrôler ce qui se passe. Puis là, wow, tout se mélange avec l'autre. La dernière personne qui a appelé a parlé de fusion. Oui. Fait qu'il y a des gens qui sont super indépendants, mais dès qu'ils ouvrent la porte, être en relation, ils glissent dans la fusion. Fait que ça se peut que ce soit une manière, ça, d'éteindre progressivement la lumière intérieure, entre guillemets, des gens. Moi, j'ai une théorie là-dessus, ça s'appelle l'arc-en-ciel gris. Ah oui? Ouais. J'ai jamais entendu ça. Non, c'est moi qui l'ai inventé. Mais c'est pour décrire que on peut se disperser dans une espèce de voile, une illusion là, de torpeur et d'anxiété là, de différentes manières. Fait que d'un côté de l'arc-en-ciel gris, il y a les attentes anticipées de ce qui devrait arriver dans le futur. De l'autre côté de l'arc-en-ciel gris, il y a les remords du passé qui se réveillent comme des flashs traumatiques. Au-dessus de l'arc-en-ciel gris, il y a les distorsions en temps réel qu'on interprète tout croche. Puis là, il y a des gens qui se promènent là-dedans, là, dans les 3 lieux de l'arc-en-ciel gris. Ils anticipent des attentes, sont pris dans les remords, ils distorsionnent tout quand l'autre leur parle, puis ils vont même dire à la personne « Fait que là, dans le fond, tu me dis que tu m'aimes plus? » Ben non, je t'ai dit que j'allais rentrer un petit peu plus tard ce soir du travail. Non, tu m'aimes plus, dans le fond. Distorsion. Tellement. Fait que l'arc-en-ciel gris, c'est parce que c'est normal d'avoir des réactions imaginaires puis de s'inventer des choses. Donc ça devrait être des points de référence. C'est normal d'avoir des attentes. Mais pas normal, on pourrait dire, qu'on vive dedans. Donc, il faut juste se surprendre. Gestion des attentes. Ouais. Fait que se surprendre à être en train de dire, oh, là, je suis installé dans mes attentes, puis là, je suis frustré contre la réalité qui ne fit pas avec mes attentes. L'autre ne répond pas à toutes mes attentes illusoires que je m'étais faites. Mais le problème, il est où? C'est-tu dans la réalité ou si c'est dans vos attentes? Fait que là, fait que là, vous récupérez son esprit, revenir dans le présent, puis là, regarder l'état de sa souffrance. Et de se dire, c'est vrai que je t'ai laissé tout seul pendant longtemps. Je vais peut-être m'en occuper en premier lieu avant de penser que quelqu'un d'autre soit le responsable de toi. Là. Je m'occupe de toi. Puis là, on se parle avec bienveillance. Il faut arrêter de s'abandonner dans le monde de l'imagination, des remords, de l'anticipation. La rumination, là, c'est ça, mais c'est normal d'en avoir. C'est jamais bon. C'est juste qu'il ne faut pas vivre dedans. Fait qu'on les utilise comme des perspectives, des points de référence. Puis constamment, quand on y pense, quand on se surprend à être dans des attentes, on peut se dire « Oups! T'as peu, là. OK, là, je suis dans mes attentes, mais pour de vrai, qu'est-ce qui se passe? » Là, on reprend contact. Très intéressant. C'est le moment de retourner à la pause. Continuez de nous appeler. Réservez votre circuit le 418-670-9098. À partir du moment où vous n'entendez plus sonner, vous entendez la radio, c'est que vous êtes en attente. Donc, ne raccrochez pas, même si ça prend du temps, vous allez finir par être en onde avec nous. 418-670-9098. Restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de la Sexploratrice et le Psy sur les ondes de choix 98.1 Radio X. La Sexploratrice et le Psy. Avec Mel Trudel et le docteur Paul Simard, psychologue. Radio X. De retour avec la Sexploratrice et le Psy. Est-ce qu'on refait un petit traumavertissement, Doc Simard, oui, psychologue? allons-y. Tu veux que je le fasse? Vas-y donc. Là, ce que vous nous dites, c'est pas pour faire des diagnostics. Moi, je veux vous protéger, hein. Fait que je dois vous expliquer toute la portée générale des affirmations de psychologues parce que je suis imputable. L'Ordre des psychologues du Québec me surveille présentement. Donc, ça veut pas dire, par contre, que je ne peux pas répondre à vos questions pour vous aider. Mais l'objectif, c'est vraiment de partager au public, de faire ce qu'on appellerait de la psychologie communautaire pour aider le plus grand nombre, mais en faisant de l'éducation et pas de la psychothérapie. Vous comprenez, hein, quand vous appelez que ce n'est pas de la psychothérapie? Alors voilà, je vais essayer de vous aider quand même. Merci, Doc Simard, psychologue. On a quelqu'un sur le live qui nous pose une bonne question, en fait. J'avais une question concernant le type de psychologue à consulter lorsqu'on constate qu'on est dépendant affectif. Personnellement, j'ai vu un psychologue pendant environ 2 ans et demi avec l'approche analytique et ce dernier faisait seulement écouter et analyser ce que je lui racontais et jamais il ne m'a éduqué ni aidé à atténuer ce comportement chez moi.
pouvez-vous développer sur quelle approche qui serait reconnue et efficace pour travailler cette dépendance affective et mieux la gérer? N'importe laquelle approche. Parce que en réalité, ça va dépendre de vous, ce que vous avez besoin. C'est pas le problème en lui-même qu'il faudrait s'arrêter, mais votre compréhension de votre difficulté, comment vous l'avez travaillé. Puis dans ce qui était écrit par la personne, moi, ce que je comprends, c'est que la personne voudrait de l'éducation psychologique. Mais c'est pas ça, la psychanalyse. La psychanalyse a pour but de permettre à la personne de trouver la réponse en elle via l'association libre, via le principe de contenance, via le fait d'être là de manière régulière, de ne pas faire d'inférence. Donc, c'est une approche clinique en soi qui peut répondre aux attentes, aux besoins de beaucoup de gens pour traiter leur dépendance affective. Mais ça se peut que vous éprouviez du mécontentement, puis comme vous avez dit, là, j'ai travaillé ça pendant 2 ans, puis là, il faisait quelque chose que j'aime pas ou qui me frustre. Donc, prenez la responsabilité de la suite de votre vie. Et peut-être que vous gagneriez à aller vers davantage un psychologue qui, lui, est engagé dans l'éducation. Puis, des fois, c'est même pas un psychologue, ça pourrait être un psychoéducateur. Les psychoéducateurs, là, sont top pour aider la personne dans ses mécanismes d'adaptation. Donc, la différence entre un psychologue et le psychoéducateur va te donner les outils, va t'éduquer finalement sur les différents types de comportements à avoir ou pas, ou des trucs comme ça? C'est ça, c'est que ça peut se ressembler. À la base, les psychoéducateurs, c'est une profession typique du Québec, là, vous ne trouverez pas ça ailleurs dans le monde. Ça a été fondé par des psychologues là, qui étaient dans l'approche qu'on appelait cognitive et comportementale. Donc, ils voulaient modeler le comportement de l'individu. Puis là, ça s'est développé en une profession en elle-même qui vise à aider la personne à s'adapter. Mais il y a des psychologues qui le font aussi. On revient à... On doit avoir un match parfait avec le psychologue qu'on veut. C'est ça, la qualité du lien. Oui. Parce que le psychanalyste, je vous ai donné quelques détails, l'approche cognitive comportementale plus via le remodelage des pensées, des comportements, l'approche humaniste qui va aider la personne à débloquer le potentiel de bonheur, d'épanouissement, l'approche systémique qui va vous aider dans les interactions de qualité que vous avez avec les autres. Puis il y a des gens qui sont, qu'on appelle éclectiques, qui pigent un petit peu partout là-dedans. Puis même si moi, j'ai eu la même formation qu'un autre psychologue de mon université, ben j'interviens pas de la même manière. Donc, chacun y apporte sa couleur. Mais vous, ne vous abandonnez pas. Moi, des fois, j'ai des gens qui souffrent de troubles de la personnalité dépendante en thérapie. Puis pour les aider, là, à ce qu'ils ne m'idéalisent pas puis qu'ils soient dépendants à la thérapie, je vais te dire un secret. Parfois, il faut que je sous-performe en thérapie. Ça veut dire qu'il faut que je fasse parfois des mauvaises interventions pour frustrer mon client. Ben non. Oui, pour que mon client se préserve une impression d'autonomie, là, d'être meilleur que moi pour connaître ses propres besoins. Là, je suis pas en train de vous dire que je fais ça systématiquement. Mais non. J'ai pas le choix pour aider au développement de l'autonomie de la personne. Parfois, je dois sous-performer. Hey, ça demande toute qu'une maîtrise de soi, faire une mauvaise intervention. Qui a pour but, d'aider la personne. D'aider l'autonomie. C'est ça. On rappelle que le sujet de ce soir concerne la dépendance affective et finalement de connaître la différence entre le besoin affectif et faire attention. Se défendre de la dépendance affective, excusez-moi. Et c'est ça. Oui. Je cherche mes mots, tabarouette. On peut s'en défaire, mais on peut aussi apprendre. Comment en guérir, où y entrer. Là, les textos ne cessent d'entrer. C'est ça qui me mélange un petit peu, mais on a quelqu'un qui dit quelque chose de super intéressant. Oui. J'avais une question. Oui, vas-y donc. Parce que la dépendance affective, souvent, va arriver chez une personne suite à des blessures, ou on dit même que ça peut être des blessures qui sont reliées à l'enfance. Oui. Toi, tu es un parent aujourd'hui, tu as de jeunes enfants, tu dis, moi, je veux pas inculquer ça à mes enfants. Qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses. Oui, puis heureusement, on est de plus en plus outillés pour ça grâce aux réseaux sociaux. Oui. On est alerte par rapport à ça. Ça serait on pourrait dire qu'il y a des étapes à suivre. Puis pour éviter de blesser l'enfant, on va commencer par déverrouiller la première clé du soin affectif, c'est valider avec l'enfant. Juste l'aider à mettre un mot là, sur pour de vrai, qu'est-ce que tu vis présentement? T'es fâché? T'es triste? Là, t'aimerais ça avoir maman, papa juste pour toi? Fait que c'est la première clé. OK. On a un appel, on va y aller tout de suite. La sexploratrice et le psy. Oui, allô? Oui.
Oui, écoute, moi c'est parce que c'est vraiment ton introduction m'a interpellée parce que tu as raconté comme un petit bout d'histoire qui est comme un peu la mienne. Tu sais, j'ai 51 ans, j'ai passé ma vie pas célibataire, puis depuis 3 ans, tu sais, je suis seule, puis c'est vraiment la première fois de ma vie que je suis seule et que je vis seule. Ouais. Je trouve ça, tu sais, j'ai passé par toutes sortes d'étapes. L'étape d'être justement sur les réseaux sociaux, puis en avoir plusieurs, mais continuer à être célibataire en me faisant des accroires, là. Ouais. Puis, mais là, depuis 6 mois, je suis plus sur les réseaux. J'ai comme tout abandonné ça. J'ai même abandonné l'idée de finir ma vie en couple, là, tu sais, parce que je me rends compte que j'ai comme mis mon idéal sur ça, sur ma vie. C'est comme l'idéal de ma vie, c'est ça, de finir ma vie en couple heureux. C'est un gros objectif. Mais il va falloir que l'autre soit d'accord. C'est faisable. Non, mais est-ce que c'est faisable? C'est-tu encore là de la dépendance? Non, c'est faisable. Je me pose tellement de questions. C'est faisable, mais c'est pas ça la vraie fonction du couple. C'est un peu dit cruellement comme ça, mais c'est pour dire que le couple, c'est une alliance. Donc, à quoi ça sert une alliance? Ça sert à être plus fort ensemble contre l'adversité. Mais il y a un petit dicton qui dit que être en couple, c'est partager à deux des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul. Fait qu'à quelque part, il faut que ça ait beaucoup de valeur pour qu'on tolère tous les nouveaux problèmes qu'on va découvrir. Fait que c'est peut-être dans changer la vision de qu'est-ce que ça veut dire être heureux qui va pouvoir apparaître. Mais c'est possible. Mais pourquoi chercher à finir sa vie quand on peut juste ramener son attention sur présentement? Est-ce que je fais des gestes qui se rapprochent de cet objectif-là? Parce que tout à l'heure, je mentionnais les attentes. Donc ça, c'en est une attente. J'ai l'attente future de finir ma vie en couple heureux. OK, maintenant, ça, c'est un point de référence. Faut pas se perdre. Faut pas penser que si on n'est pas rendu, c'est de la souffrance. T'sais, on va regarder à l'intérieur de soi, est-ce que mes gestes, présentement, aujourd'hui, cheminent par là? Puis là, on pourrait peut-être le découper en plusieurs petits sous-objectifs. Donc, avant d'être en couple heureux, est-ce que je commence par apprendre à être en couple ou je commence à apprendre à c'est quoi que ça veut dire être heureux? C'est 2 chemins possibles. Après ça, ils vont peut-être se recroiser un jour. Ça revient à dire on ne doit pas être avec la personne qui nous rendra heureux. On doit être la personne qui nous rendra heureux. Oui, c'est la première règle du secouriste d'urgence. C'est la première règle. Se donner de l'amour avant d'aller chercher l'autre. Ouais. Ça vous parle? Puis, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Mais si ça peut vous donner de l'espoir, là, l'histoire que je racontais, qui est la mienne, finalement, 22 ans de vie de couple, 50 célibat, dans laquelle j'ai appris à être bien avec moi-même. Et moi aussi, j'avais fait le deuil d'une relation de couple idéale. J'avais tellement appris à être bien seule que je me disais, mais je suis bien toute seule avec quelques relations de fois de temps en temps, ça va, tu sais. Et la semaine d'après, l'amour a cogné à ma porte et je le suis depuis plus d'1 an. Et ça va très bien. Donc, il y a de l'espoir et peut-être même au moment où vous allez le moins vous y en attendre finalement. Oh, merci. Il y a de l'espoir. Merci d'avoir appelé. Bye bye. Merci, au revoir. La sexploratrice et le psy, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est moi. Yes. C'est à vous, oui. Oui, bonsoir. Moi, je trouve votre sujet intéressant. Puis si je vous téléphone, c'est pour un ami. Non, c'est pas vrai. Oui, un ami. Vous avez le droit. Parlez-nous de votre ami. Mon ami est en couple avec une belle jeune femme. Non, une femme de 45 ans. Moi, je suis en couple avec une femme de 45 ans. Ça se passe bien. Puis, j'écoutais votre émission, puis ça m'a interpellé parce que j'ai parfois le sentiment que je suis le chef. En fait, qu'on me voit comme le chef du couple. C'est quelque chose que j'aime pas. Ouais. C'est quelque chose que je remarque. Puis des fois, il m'arrive des fois de dire, là, ça suffit, prends tes décisions. Puis moi, je fais les affaires de mon bord. T'es une adulte, fais ce que tu as à faire. Puis, mais ça va bien. Mais de temps en temps, j'ai ce sentiment-là. Puis je me sens obligé de faire un rappel, de dire, c'est pas moi qui est le chef. On est ensemble, on est égal. Oui. Et est-ce que votre partenaire est d'accord? Ou elle voudrait vraiment que ce soit vous le chef? Je pense qu'elle est d'accord quand que je fais des mises au point. Je pense qu'elle est d'accord avec ça parce que ça se corrige. Bon, ça, c'est son défaut, mais elle a quand même une qualité qui est assez extraordinaire. Puis je me trouve chanceux. C'est que quand on a un conflit, ça dure pas. Il n'y a pas de rancune. Quand c'est fini, on en parle, puis après ça, on passe à autre chose, on change de sujet. Elle reconnaît des fois ses torts mieux que moi je le fais, que j'aimerais le faire.
Mais pour ça, je trouve que notre vie ensemble, ça va bien parce que c'est une énorme qualité que je lui attribue, là. Oui. Mais de temps en temps, quand je fais un rappel, je dis, là, c'est pas moi qui est le chef, c'est pas moi qui décide, puis tu as le droit de décider autant que moi. Eh oui. Ben, c'est ça, mais ça, en même temps, c'est comme la responsabiliser de manière frontale. C'est comme débarquer sa tentative de s'accrocher sur vous. Là. Vous dites, non, tu t'accrocheras pas, là, tu vas être autonome. Ça peut être une belle manière d'offrir de l'amour à l'autre personne pour qu'elle développe son autonomie. Ça peut aussi être quand même assez brusque dans la perception que l'autre a. Là. Elle pourrait dire, pourquoi tu me bardasses comme ça? Moi, je vais juste te demander un petit conseil. Ben, c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que c'est une femme forte, une femme, j'ai envie de dire, de tête, qui se dit, qui est féministe, qui revendique. Puis moi, je trouve ça tout à fait, je suis très confortable avec cette idée-là. Oui. Et c'est pas un problème. Puis d'un autre côté, autant en façade, elle va se revendiquer comme telle, puis en intimité, elle va se soumettre, si je peux dire. Là. Ah, ça, on voit ça souvent. Ouais, ben moi, en clinique, là, j'aborderais ce genre de questions-là sous l'angle du renversement de rôle versus confusion de rôle. C'est-à-dire que parfois, on peut s'amuser ou, de manière fluide, échanger nos rôles de qui mène, qui suit. Puis si c'est de manière fluide et que c'est dans la clarté, là, le discernement, on parle de renversement de rôle. Donc, mais si ça crée de la confusion, qu'en prenant le rôle de soumise, là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que, je suis avec une personne qui est dépendante affective, qui va tout me prendre mon énergie, qui fait en sorte qu'elle ne prend pas de décision pour elle. Hey, c'est lourd, c'est pesant. Donc là, le risque de confusion de rôle, lui, ça serait à corriger, en effet. Mais il faudrait juste que vous puissiez travailler ça ensemble. Est-ce que quand elle mentionne ça, genre, sa demande d'aide pour les décisions, est-ce que ça serait pas pour tisser de la complicité avec vous? Puis si c'est rejeté en disant non, tu prends tes décisions, on passe à côté d'une belle opportunité de tisser un lien de confiance. Ça peut être vu dans les deux sens. En fait, monsieur aurait pu trouver ça intéressant de voir qu'en mode intimité, elle est plus vulnérable, peut-être même plus soumise avec lui. Comme tu dis, Paul, c'est une forme de complicité. Oui. Alors que ça peut être vu aussi d'une autre façon, c'est lui est tombé amoureux d'une femme forte qui revendique, qui est féministe et tout, alors que dans l'intimité, elle n'est pas ça. Mais peut-être qu'il faudrait arrêter d'écouter des films Disney puis regarder la réalité, parce que en réalité, l'amour, ça se transforme. Vous pouvez pas rester avec la personne que vous avez rencontrée initialement. L'amour va transformer la relation. On évolue. Ouais, fait qu'il va falloir que chacun vérifie si ça l'intéresse de se transformer en même temps que la relation. Hey, ça, c'est toute qu'une affaire difficile à faire. Mais quand on regarde en soi, puis qu'on vérifie, est-ce que ça me convient? Est-ce que je vais dans cette direction-là, moi aussi? Est-ce que je me sens en sécurité émotionnelle avec la personne? On a vécu je dirais comme ça, une belle pandémie. Pour nous, ça a été fantastique. Là, on s'est retrouvés ensemble tout le temps, ce qu'on n'était pas. Ça nous a effrayés au départ. Puis finalement, ça s'est avéré être extrêmement positif. Puis on a tissé, je pense, des liens importants dans ces années-là. Ça a duré longtemps. Puis on a développé une belle complicité. On est égaux, mais de temps en temps, cette situation-là revient. C'est ça. Mais ça vous fait quoi d'être tagué de chef du couple? Ben, je réfléchis à ça dans le sens que c'est un peu le rôle que je me donne comme un genre de chef de famille. Un homme, c'est fort, un homme, c'est solide, on s'accote dessus. Puis j'ai des enfants qui sont adolescents, que je leur donne des petites poussées pour qu'ils vivent leur vie en disant fais des expériences, papa est là si jamais tu as besoin, ben vas-y. Je m'occupe de ma mère qui vieillit, je m'occupe de tout le monde finalement. Ça va, mais ça m'épuise tout ça. OK, ça m'épuise. Être chef de famille, c'est pas quelque chose que vous prenez à la légère finalement. Non, je prends ça au sérieux, seulement ça m'épuise. Puis quand je suis dans l'intimité, puis qu'on me demande en plus de l'aide, c'est pour ça que des fois je me dis non. Je refuse de prendre ce rôle-là. Ça se rapproche de se libérer de l'intérieur. Il faut coller notre attention sur ce bout-là, sur le signal d'alerte qui dit « Hey, je suis en train de m'épuiser, moi, là. » L'autre veut m'offrir de l'amour, puis ça m'épuise. Il y a quelque chose qui est mal ajusté là-dedans. T'as peu. Je recommence en l'intérieur de moi. Là, c'est jusqu'où que je suis prêt à aller. Puis là, quand on installe notre attention à l'intérieur de nous, là, tout d'un coup, on peut voir clair dans tous ces jeux affectifs-là. Puis on peut aussi voir la tentative de l'autre soit de recevoir de l'amour ou soit de déverser son insécurité. Mais
pour le voir clair, il faut d'abord le travailler en soi. Mais là, peut-être qu'on a affaire à deux personnes qui, en façade, sont des personnes fortes, des chefs, Peut-être. Puis dans l'intimité, peut-être que monsieur aussi aurait envie. Oui, mais l'épuisement, lui, il est bien réel. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Même si ça nous fait mal, puis c'est dérangeant, le signal d'épuisement, à quelque part, ça sert à quelque chose. C'est pour nous dire un message. Ça dit, j'aimerais que tu changes ce comportement car il est trop pesant. Faire preuve d'humilité, alors. Et vous avez mentionné être amoureux d'une femme de 45 ans. Vous avez quel âge? J'ai 48 ans. Ah, OK. On a à peu près le même âge. OK. Donc, il n'y a pas de lien à faire avec ça. Okay. Excellent. On espère que ça vous a aidé un peu. Oui, merci pour mon ami. Merci. Oui, on le salue. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. On pourrait peut-être aller vers les étapes dont on voulait discuter avant d'aller à la pause. D'accord. On vous rappelle qu'on parle de comment sortir de la dépendance affective, différencier les besoins affectifs du manque affectif. Donc, on va aller avec les stratégies. Peut-être les... Oh, ouais, OK, on a quelqu'un qui attend depuis longtemps. OK, on va aller la voir. OK, on va le prendre. La sexploratrice et le psy. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une question pour vous. Allez-y donc. Je me posais la question si les antidépresseurs, un médicament, pouvait provoquer les dépendances affectives. Pour connaître tous les mécanismes liés aux antidépresseurs, ce serait mieux de poser la question soit à un pharmacien ou à un médecin. Parce que même si moi, j'ai des connaissances liées à la psychopharmacologie, je ne suis pas l'expert de ça. Mais de manière générale, je vous rappelle que la dépendance affective, ce n'est pas un trouble. Donc, c'est toute une situation clinique générale, mais il y a des gens qui, en prenant des médicaments, des fois, ça les fragilise. Il y en a d'autres que ça les protège. Donc, pour une évaluation aussi précise que ça, là, ça prendrait vraiment une évaluation complète. On le sait, les médicaments pour la dépression, le TDAH, tout ça, c'est différentes molécules qui agissent différemment chez chaque personne. Donc, évidemment que ça pourrait entraîner peut-être des effets secondaires, anxiogènes, des trucs comme ça. Là. Donc, ça pourrait peut-être éventuellement... Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre de manière plus précise là, parce que je dois vraiment rester dans mon champ de compétences pour vous aider. Là. Oui, non, pas de souci. Je m'imaginais des comportements, des fois, d'une personne qui a des comportements tout à fait normaux. Oui. Puis qui, lorsqu'il y a une période plus dure dans sa vie, il va prendre des antidépresseurs, puis c'est Monsieur Bonheur, puis après ça, disons que je me demandais ça, c'est une question. Ah oui, c'est ça. Ça peut arriver. Le monde des possibles, c'est très vaste. Ouais. Donc, la question s'y prêtait. Bon, excellent, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Merci. On a quelqu'un sur le live qui mentionnait tout à l'heure que lui, je l'ai perdu, là, mais lui, ce qu'il mentionnait, c'est que il a un besoin de reconnaissance, OK? Il en est conscient. Oui. Une certaine forme de dépendance affective, mais dans son travail, il vit avec un besoin de reconnaissance et une anxiété de performance qui n'est pas nocive. Ben non. Pour lui, au contraire, ça l'aide. Donc, il en fait un outil. C'est très bien. Si la personne est capable de l'intégrer et que c'est un outil, c'est comme le fait de la solitude, mettons. Oui. Il faut être capable d'être seul. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être seul. Non. Mais quand on l'a dans son coffre à outils, d'être capable de dire, là, c'est-tu le temps d'être seul? C'est-tu le temps de performer? C'est-tu le temps de me reposer? C'est-tu le temps de socialiser? Donc, s'équiper, s'enrichir de toutes sortes d'options, ça ne veut pas dire que c'est toujours le moment de s'en servir. Mais enrichissez votre vie de compétences, d'attention. Puis, c'est un peu ça la première étape que je mentionnais tout à l'heure là, dans la guérison. C'est la validation. Qu'est-ce qui se passe? Serais-tu d'accord que je te défile les 5 étapes? Oui, on est rendu là. On pourrait dire que c'est les étapes de la guérison affective. Oui. C'est quand on est une tempête intérieure. Fait que la première étape, ça serait valider. Dire, c'est quoi qui se passe? OK, il se passe ça. Je me sens de même. Dire oui à l'expérience. Ça ne veut pas dire oui, fais-moi mal. Mais il faudrait dire oui, je vis telle affaire présentement. Après ça, l'étape 2, c'est l'acceptation. Il faut accepter de prendre la responsabilité sur la suite de ce qu'on vient de découvrir à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans la dépendance affective, ne prennent pas la responsabilité. Ils la confient à l'autre. Donc là, on chemine. On a validé, on accepte. L'étape 3, c'est l'humilité. Il faut savoir déposer le fardeau au sol. Des fois, se dire, c'était tellement pesant, là, cette affaire-là, c'est tellement difficile à soigner, je ne sais même pas comment faire. Des fois, s'avouer vaincu pour une situation, ça permet de soigner sur le long terme.
Il y a des gens qui, comme tu disais, là, qui refusent de s'abaisser à cette étape-là, puis ils résistent. Ils se sentent même humiliés d'avoir à faire des aussi petits pas de guérison. Ou parfois, je vois en thérapie des gens qui disent « J'en reviens pas qu'il faut que je refasse encore une fois cette affaire-là de travail sur moi. Je pensais que je l'avais faite il y a quelques années. » Mais un peu comme manger, il ne faut pas manger une fois pour toutes. C'est pas l'échec de votre repas d'hier si vous remangez demain. Il faut voir les soins affectifs de la même manière. Mais là, après l'humilité, une fois qu'on a déposé le fardeau au sol, on peut ouvrir la clé, la quatrième, là, de la compassion. Ça, c'est le désir de venir en aide, de corriger. La chaleur affective. Puis, une fois qu'on l'a fait, cette affaire-là, une fois qu'on a validé, accepté, humilité, compassion, et que l'expérience est passée, là, on peut tirer une leçon, puisque l'étape 5, c'est la gratitude. Ah oui. Dire, la fameuse gratitude. Merci, expérience, de m'avoir traversé. Ça m'a fait mal, mais là, j'ai compris que ce genre de contexte-là, ça fait ça. OK, dans ma prochaine relation ou dans ma prochaine discussion avec mon partenaire, je vais changer quelque chose. Donc, dire merci à l'expérience, ça veut pas dire merci de m'avoir fait mal. Le genre, j'aime ça me faire mal. Non, ça serait du masochisme. C'est pas ça qu'on dit. Effectivement. Mais on devrait quand même remercier nos ex pour toutes les expériences vécues qui nous ont appris des leçons. Si vous êtes capable de tirer un apprentissage. Mais là, parfois, il faut laisser la vague des émotions passer avant d'être capable. Assurément. Et à un moment donné, peut-être que vous serez capable, dans le feu de l'action, de tirer des conclusions, des apprentissages là, pour être reconnaissant. Mais comme tu as vu, là, chacune des clés, là, il y a un obstacle. Oui. L'inverse de la validation, on appellerait ça le déni. L'inverse de l'acceptation, on appellerait ça la résistance. Il y a combien de monde qui résiste contre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, là? Puis l'inverse de l'humilité, c'est l'humiliation. L'inverse de la compassion, c'est la maltraitance. Puis l'inverse de la gratitude, c'est la comparaison insatisfaisante. Ruminer les affaires insatisfaisantes constamment. Puis les 3 ressources rares pour soigner. Ah ben là, ça, c'est la clé fondamentale, moi, de ce que j'applique en thérapie là, pour aider des personnes. Là, prenez ça en note là, si vous voulez des clés. Je vais vous les dire en termes de ressources rares. C'est ça qui fait pousser l'estime de soi. C'est ce qui fait pousser le sentiment de sécurité. Donc, le premier ingrédient, c'est des soins. Le deuxième, c'est de l'attention. Et le troisième, c'est du temps. Parce que si vous recevez ni soins, ni attention, puis que vous ne vous donnez pas de temps, parce que vous donnez tout le temps à votre job ou à votre famille, là, mais dans le fond, vous êtes en train de prouver que vous n'êtes pas suffisamment important pour avoir ces 3 ressources-là rares. Importance, valeur, estime, c'est des synonymes, ça, là. Paul, c'est déjà le moment de la pause et au retour, ce sera le bye-bye. D'accord. Restez avec nous, la sexploratrice et le psy sur les ondes de choix. 98 Radio X. La sexploratrice et le psy avec Mel Trudel et le docteur Paul Simard, psychologue. Radio X. Et voilà, c'est une autre émission qui est passée à la vitesse de l'éclair. Un énorme merci à tous les auditeurs d'avoir participé autant par téléphone que sur le texto et sur nos lives. TikTok, la sexploratrice et le docteur Paul Simard, psychologue. Vraiment, vous êtes vraiment très gentil. Vous avez que de bons commentaires à notre égard, donc on le prend. Hein? Donc, je pense que les gens aiment beaucoup ce concept d'émission en ta compagnie. Super, c'est interactif. Oui! Puissant. Vraiment. Donc, on parlait de dépendance affective. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, eh bien, l'émission sera disponible dès demain après-midi, si je ne me trompe, en rediffusion sur les différentes plateformes de balado et sur le site radiox.com. C'est que je vais me faire demander si j'ai de la place, moi, comme d'habitude. Évidemment qu'on va te le demander et c'est là où je m'en allais. Paul, si quelqu'un veut te contacter pour régler ses besoins de dépendance affective ou tout autre besoin, que ce soit en couple, en solo ou whatever. Eh oui, il y a juste à chercher mes coordonnées sur le web, Dr. Paul Simard, psychologue, puis je vais vous envoyer tous les détails reliés à la prise de rendez-vous. Ça me fera plaisir de vous aider. Moi, je suis contre les listes d'attente. Contre les listes d'attente, on aime ça. Et tu as également des ateliers qu'on peut se procurer en ligne qui sont hyper abordables et hyper intéressants. Ah oui, j'ai un paquet d'offres de services pour aider les gens. Vraiment, c'est ce qui est le fun. Donc, ça vous donne aussi un aperçu du psychologue, chose qu'on n'a pas tout le temps là, à portée de main. C'est difficile de trouver un psychologue avec qui ça fit, donc on a une bonne idée de ce que tu peux offrir. Tu es très, très dans l'action. Des centaines d'heures de contenu gratuit. Voilà. Donc, merci beaucoup tout le monde. N'hésitez pas à commenter les émissions, à nous suggérer des sujets également via la sexploratrice à commercial radiox.com. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était la sexploratrice et le psy en compagnie de Mel, Paul et Nick sur les ondes de choix 98 Radio X. La sexploratrice et le psy. Radio